sommes deux personnes aujourd'hui qui allons animer ce webinaire ensemble. Donc, moi, je suis Asma Rebeschini chez Octeo. J'interviens auprès de nos clients sur le pôle logiciel de gestion. Donc, je les accompagne sur leurs besoins concernant des logiciels de paye RH, de comptabilité finance, de gestion commerciale. Et je suis accompagnée aujourd'hui pour animer ce webinaire par mon collègue et compatriote Jean-François Serre. Bonjour Asma, bonjour à tous. Donc, Bonjour Jean-François. merci Asma pour cette présentation. Donc, je travaille effectivement avec Asma et plus particulièrement sur la partie développement de nos logiciels de gestion. Et comme l'a dit Asma, en fait, on est compatriotes parce qu'on a un petit accent en commun. Ah, tu crois? Il semblerait. Alors, on vous rassure, nous ne sommes ni belges ni suisses. Enfin, on vous rassure ou pas, c'est pas forcément quelque chose de négatif non plus. Nous venons de la belle Franche-Comté, mais chez Octeo, vous allez pouvoir retrouver tous les beaux accents de France. Nous allons voir ça ensemble dans une présentation brève, mais néanmoins précise de notre structure. Donc, je vous propose qu'on puisse commencer et débuter déjà par un sommaire afin de vous présenter. Ah oui, j'oubliais les bonnes pratiques, effectivement. C'est important. Oui, les bonnes pratiques. Alors, pour tout le monde, vous avez une petite bulle, des petites bulles de conversation dans la barre au-dessus de votre fenêtre Teams pour pouvoir poser vos questions. En cliquant dessus, vous avez la possibilité de poser vos questions tout au long de notre échange, de notre présentation. Et nous ferons un plaisir avec Jean-François de vous répondre bien évidemment le plus précisément possible à la fin de ce webinaire. Enfin, les fonctionnalités caméra, microphone partagé ont été désactivées pour vous qui assistez à cette présentation pour que ça puisse être effectivement un peu plus fluide et qu'on ait plus de bande passante pour la présentation de notre webinaire. Voilà. Et je précise enfin, Asma, qu'on Oui. on a mis un petit peu partout, au fur et à mesure de notre diaporama, ce petit triangle qui a pour vocation d'attirer votre attention sur le fait que cette facturation électronique dont on va parler ce matin fait partie d'une réforme. Et cette réforme, elle bouge, elle est mouvante et elle a d'ailleurs bougé très récemment, pas plus tard que la semaine dernière. Donc, chaque fois que vous verrez ce petit triangle rouge, on fera un petit point de vigilance, on s'arrêtera quelques instants pour comprendre en quoi il y a eu des changements tout récents concernant le point qui sera, on va dire, mentionné de ce petit triangle rouge. Merci Jean-François. Donc, au sommaire de ce webinaire, nous allons, comme je le disais précédemment, vous présenter Octeo de manière brève mais néanmoins précise pour rappeler nos champs d'action, mais également pour vous présenter Octeo à des gens qui ne nous connaissent pas. Enfin, nous rentrerons dans le vif du sujet sur la réforme et ses enjeux. Et puis, le but, bien évidemment, de cette présentation, c'est aussi de vous accompagner, vous, en tant que client, pour vous aider à vous anticiper et préparer les problématiques autour de cette réforme. Enfin, en dernière partie, nous allons nous efforcer de répondre à vos questions et puis, bien évidemment, vous éclaircir sur le sujet qui est assez vaste et très mouvant de la réforme autour de la facturation électronique. Alors, Octeo. Concernant Octeo, aujourd'hui, Octeo, qui nous sommes? Nous sommes une coopérative, une ESN, pardon, entreprise de services du numérique coopérative, qui au départ était dédiée aux acteurs de l'agritech, mais pas que. Aujourd'hui, nous intervenons sur plusieurs secteurs d'activité, donc au sein des PME, au sein des PMI, au sein des collectivités également. Donc, nous avons été créés en 1971. Je vous parlais tout à l'heure des beaux accents en France. Nous sommes aujourd'hui présents partout en France. On a un maillage national au travers de 14 sites en région et un site à Tunis. Sur ces 14 agences en région, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de nos collaborateurs, un total de 250 personnes qui interviennent auprès de nos 35 000 clients sur plusieurs sujets. Donc, les sujets qu'on va voir tout de suite ensemble.
Donc, les sujets qu'on aborde chez nos clients sont structurés autour de 4 métiers: la transformation digitale, les solutions de gestion, les logiciels ERP, les systèmes et réseaux, et un dernier pôle un peu spécifique à Octeo, je vous en dirai un petit peu plus par la suite, qui est celui du conseil et d'innovation. Alors, dans le détail, nos métiers, nos pôles sont structurés autour de 8 activités. Donc, nous avons la partie système et réseau. Donc, concrètement, la partie système et réseau, c'est accompagner nos clients dans le maintien, le renouvellement et bien évidemment la sécurité de leur système d'information, leur parc machine. Donc, je parle là de PC, de serveurs, de réseaux. Nous avons également une brique qui est importante, à savoir celle de l'hébergement. Nous proposons aujourd'hui des prestations d'hébergement à nos clients qui leur permettent tout simplement de nous confier tout ou partie de leur système d'information sur l'ensemble de nos data centers. Nous en avons 3, sécurisés, basés en France et maintenus par nos experts en sécurité et en cybersécurité également. Nous avons aussi un autre pôle qui regroupe 2 activités que nous représentons aujourd'hui avec Jean-François, c'est le pôle solutions et logiciels de gestion. Donc, on accompagne nos clients sur leurs problématiques de paye, de gestion comptable, de finances, donc de pilotage de votre activité à travers des outils BI ou finance. Et notre équipe ERP répondra donc, selon votre secteur d'activité, avec des solutions logicielles pour gérer votre production, vos stocks, vos ateliers, avoir une traçabilité dans le monde de l'agro également à travers ces logiciels-là. Enfin, en gros, vous accompagnez vraiment sur vos problématiques du quotidien dans la gestion de votre entreprise au travers d'outils performants et surtout basés sur des éditeurs également connus et reconnus sur leur domaine de compétences. Nous avons également un autre pôle qui est fantastique, celui-là, c'est la transformation digitale, où nous avons des magiciens du code en interne. Donc, peu importe votre besoin en logiciel, il suffit d'exprimer votre souhait et derrière, nous le réalisons au travers d'une équipe pluridisciplinaire avec des compétences riches et variées. Et on pourra répondre tout simplement à de la production sur mesure de logiciels pour répondre à un besoin spécifique ou simplement parce que vous ne trouvez pas votre bonheur sur les standards du marché qui existent aujourd'hui. Enfin, nous avons également un pôle conseil innovation. Alors celui-là est un petit peu spécifique par rapport à une ESN, on va dire standard aujourd'hui. C'est un pôle qui nous permet de répondre à travers l'équivalent d'un cabinet d'audit et de conseil, répondre à nos clients sur des besoins pour aller rechercher des normes ISO, par exemple, les accompagner sur de la norme ISO, sur une démarche RSE, sur également de la recherche de subventions concernant vos projets, pas forcément des projets informatiques, hein, bien évidemment, mais vraiment de manière très générale et ainsi répondre en fait à des besoins que vous pourriez aujourd'hui avoir sur de la performance et puis du suivi financier dans votre entreprise. Et puis l'édition solutions innovantes, donc là c'est un peu spécifique effectivement, en interne chez Octeo, on a des compétences, je l'ai dit au travers de la transformation digitale, sur le pôle transformation digitale, on a des compétences en développement qui sont riches et variées et qui permettent de développer des applications internes et qui sont susceptibles plus tard de vous être proposées comme des applications de covoiturage par exemple, ou des applications qui vont permettre, enfin là c'est pas une application mais plutôt carrément un développement interne sur une GED. Voilà, donc on va pouvoir vous proposer tout un tas d'outils qui vont pouvoir répondre à des besoins un peu plus spécifiques au-delà de la partie logiciel de gestion ERP et système et réseau. Voilà pour la présentation d'Octeo. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet avec Jean-François sur la réforme et ses enjeux autour de la facturation électronique. Donc Jean-François, c'est à toi. Merci Asma pour cette présentation de notre entreprise. Et pour rentrer donc dans le cadre de la facture électronique, sujet de ce webinaire,
petite mise en abîme, on va dire, de ce sujet. Pourquoi cette réforme? Tout simplement parce que au niveau de l'Union européenne, il a été mis en place un certain nombre de directives qui consistent tout simplement à généraliser la facturation dématérialisée dans l'ensemble des pays de l'Union européenne et voire même au niveau international, puisque c'est une impulsion qui est mise en place par quasiment toutes les administrations de tous les pays partout dans le monde. Il y a déjà beaucoup de pays qui ont mis en place la facture électronique. On pense par exemple au Chili. La volonté, c'est de mettre en place en fait un dispositif qui s'appelle le contrôle des transactions en continu. Et plus précisément au niveau de l'Europe, cette directive en fait s'appelle le VIDAR, hein, pour en fait VAT in the Digital Age, sous-entendu, quel est en fait l'enjeu de la TVA dans un monde numérique. Donc tous les pays sont concernés et évidemment derrière il y a un certain nombre d'arguments. Premier argument, c'est améliorer la détection de la fraude de la TVA, puisque des études montrent qu'il y a une perte de collecte de cette TVA au niveau européen, avec des chiffres parfois absolument affolants, 93 milliards au niveau de l'Europe en 2020. En France, il a été estimé une non-récolte, une perte de collecte d'environ 11 milliards d'euros. C'est effectivement très important. Et en même temps, on sait que ces enjeux de TVA pour les entreprises nécessitent de fournir des déclarations. Donc c'est vrai qu'en rendant cette facturation électronique, en fait, on va vers une sorte de systématisation, voire même une sorte d'auto-déclaration de cette TVA, puisqu'à partir du moment où les factures vont être électroniques et qu'elles vont être en fait mises à disposition en fait de l'État par un canal, c'est ce qu'on va voir par la suite, et ben en fait il y aura une sorte de pré-remplissage, de pré-information autour de cette TVA. Bien entendu, ça c'est les aspects, on va dire plutôt de l'ordre on va dire des enjeux collectifs au niveau national. Maintenant, pour l'entreprise, des bénéfices sont envisagés, notamment le fait que ces factures soient électroniques. On envisage que les délais de paiement vont diminuer. Il est vrai que en France, plus particulièrement, les délais de paiement, ils sont importants, plus importants que dans d'autres pays. Et en plus, lorsqu'on sait que sur les 12 derniers mois, il y a eu beaucoup de fermetures d'entreprises, des cessations d'activité. D'ailleurs, la France a vu au mois de juillet, on va dire, le mois le plus important en termes de cessation d'activité. On sait qu'un des motifs principaux, c'est les problèmes de trésorerie, c'est-à-dire des délais de paiement qui sont trop longs et qui permettent effectivement un assèchement on va dire de la trésorerie. Donc, on va pouvoir diminuer ces délais, on pourra améliorer les conditions de traitement des litiges et en même temps, ça va permettre aussi à l'État d'avoir une meilleure connaissance de l'activité des entreprises et ce, en temps réel. Ce qui va aussi permettre, de fait, d'avoir normalement un meilleur pilotage des actions, des politiques économiques de l'État. Et enfin, vu toujours sous l'angle de l'entreprise, il est sous-entendu que traiter la facture de manière électronique pourrait générer des gains de productivité. Ces gains de productivité, ils sont estimés. Après, chacun pourra voir s'il retrouve, on va dire, des correspondances dans ses pratiques. Le coût de traitement d'une facture à l'émission, c'est-à-dire générer la facture, soit l'envoyer par mail, soit l'imprimer et faire un envoi postal. Aujourd'hui, c'est les pratiques les plus communes, ou encore la mettre à disposition sur un portail électronique, par exemple, qu'il faut avoir à disposition. Bon, on estime aujourd'hui le coût d'une émission d'une facture entre 5 et 10 euros. Et lorsque on reçoit une facture, pareil, réception, traitement de la facture, contrôle de la facture, circulation à l'intérieur de l'entreprise pour s'assurer qu'on va bien payer ce qu'on a commandé et ce qu'on a reçu. Le coût de réception, lui, est estimé entre 14 et 20 euros. Et là-dessus vient se rajouter les traitements des litiges. En émission, quid des relances, sur les réceptions et sur les factures achats, pareil. Donc, il est estimé par en tout cas
les professionnels de l'État un coût de traitement optimisé, une estimation de 30% de gain de temps. De manière globale, c'est une estimation d'environ 4 milliards de gains de productivité. Alors, évidemment, se pose la question, qui est concerné, Asma? Tout à fait. Alors, les principales structures qui sont concernées, enfin les seules structures concernées plutôt, c'est toutes les entreprises assujetties à la TVA, qui sont domiciliées ou qui résident en France, habituellement, ou en Europe, puisque c'est une réforme européenne qui a été mise en place. C'est plus de 4 millions d'entreprises en France et c'est plus de 2 milliards de factures émises par an en France par ces entreprises. On va rentrer dans le détail. Quel est le périmètre qui nous intéresse? Aujourd'hui, en France, on envoie des factures à des entreprises, on envoie des factures à l'État et on peut aussi envoyer des factures à des particuliers. Hein. Et donc cette terminologie, on dit que c'est le B2J ou le B2B ou le B2C. Le premier périmètre, ça va être en fait d'adresser principalement sur le périmètre français les factures électroniques pour les professionnels et pour l'État. D'ailleurs, pour l'État, aujourd'hui, vous savez qu'il existe la plateforme Chorus. Beaucoup, sans doute, d'entre vous déjà échangent et mettent à disposition les factures vers le portail Chorus de l'État. Et donc là, on élargit aux professionnels français. Et en ce qui concerne les transactions hors périmètre français, on ne va pas parler de ce qu'on appelle la facture électronique, qui est mis avec cet anglicisme e-invoicing, mais en fait, pour le périmètre hors France, ainsi que pour le périmètre des factures émises vers les particuliers, on va parler de cet anglicisme qui s'appelle le e-reporting, c'est-à-dire qu'on ne va non pas obliger les entreprises à fournir des factures de manière électronique, mais on va leur demander de faire des déclarations des transactions et des paiements des services. C'est cela qui est appelé le e-reporting. Donc, deux sujets, le e-invoicing pour les flux de factures pour le périmètre B2B, B2J France, et le e-reporting, une déclaration pour le périmètre B2C et le B2B hors France. Bien sûr, en plus de structurer cette fois-ci les factures de manière électronique, il y aura en plus des mentions obligatoires nouvelles qu'il va falloir faire apparaître sur cette facture. Tout à fait. Donc les nouvelles mentions qui sont obligatoires sur les factures, on va les détailler en fin de présentation, donc restez bien avec nous parce qu'on rentrera un petit peu dans le détail. Il y a de la transmission de données aussi à l'administration fiscale, comme l'a dit Jean-François, à travers l'e-reporting et l'e-invoicing, c'est pas facile à dire. Oui. Les ventes B2B, B2J domestiques doivent faire l'objet de factures électroniques via l'e-invoicing, sauf exonération de TVA, voilà, activité de défense, santé, etc. Les ventes B2C, B2J, B2B internationales, les acquisitions au sein de l'Union européenne et internationale doivent, elles, faire l'objet d'une déclaration périodique via l'e-reporting, on va y arriver. Les administrés soumis à la TVA sur encaissement doivent également déclarer les paiements de l'ensemble de leurs clients. Effectivement, ces nouveautés, donc émission et réception donc, de factures électroniques, mais pas uniquement les factures. La nouveauté en même temps de cette réforme, c'est qu'on demande aussi une information quant au cycle de vie de la facture, c'est-à-dire d'avoir des statuts. Effectivement, la facture, on va l'envoyer. Elle peut faire l'objet d'un litige ou d'un problème de réception ou de mauvais destinataire, ce qui peut effectivement arriver. Donc c'est un statut. Un autre statut va être de savoir si la facture va être payée ou non. Donc on va voir qu'il y a des statuts qui vont être obligatoires et il va y avoir des statuts qui seront entre guillemets facultatifs ou de confort qui seront mis à disposition. Ce qui veut dire très clairement que ça va être la fin du papier et des PDF que vous envoyez sans doute aujourd'hui par mail à l'horizon, on va dire, du déploiement de cette fameuse réforme. Et là où véritablement il faut bien imprégner et adopter ce concept de la facture électronique, c'est que
cette pratique qui consistait à dire j'envoie ma facture directement à mon client, c'est terminé. Il va falloir systématiquement transmettre cette facture à une structure, et c'est là qu'on voit apparaître deux acronymes nouveaux, c'est-à-dire la PPF ou une PDP. Alors la PPF, c'est le portail public de facturation, qui est en fait celui qui est administré par, qui est sous la direction de la DGFiP, excusez-moi, DGIP. et qui fait en fait, qui est en soi un peu une sorte de Chorus Pro pour les factures de type B2B. Et un autre type de partenaire va s'appeler les plateformes de dématérialisation, qui seront en fait des structures privées, immatriculées par l'État. Et donc, on sera obligé de faire transiter ces factures par un de ces portails. Et là, vous voyez apparaître notre petit triangle rouge. Comme mentionné, en fait, en début de notre, en introduction de notre webinaire, il s'avère que cette réforme, qui a déjà été initiée, on va dire depuis plusieurs années, hein, puisque en 2022, il y a eu déjà des changements. 2023, il y a eu encore des changements et avec des décrets de loi qui ont été passés. Et là, pas plus tard que la semaine dernière, il y a eu un communiqué de presse de la DGFiP qui nous informe que le portail public de facturation va avoir un périmètre réduit par rapport à ce qui a été prévu initialement. Et donc, ce que nous laisse entendre ce communiqué de presse, c'est que véritablement, il ne sera pas possible de faire passer ces factures par le fameux portail public de facturation, c'est-à-dire que pour les entreprises qui envisageaient d'aller directement, comme on le fait aujourd'hui sur Chorus, poser sa facture sur le portail gratuit de l'État, en fait, ben non, ils seront en fait obligés de passer par une plateforme de dématérialisation partenaire. Je vous invite à effectivement prendre avec des pincettes tous ces propos, parce qu'on est à l'état d'un communiqué de presse, on va y venir par la suite, et donc nous allons encore voir au fur et à mesure du temps comment les choses vont effectivement prendre forme réellement, et donc on va encore en discuter au fur et à mesure de ce webinaire. En fait, il faut vraiment garder en tête que cette réforme est une réforme qui est mouvante. Depuis sa création, depuis la toute première réflexion de l'État sur le sujet de la facturation électronique, c'est en mouvance constante et donc on n'est jamais à l'abri d'un changement de dernière minute sur un article, sur une obligation X ou Y. La date a déjà été d'ailleurs, les dates annoncées initialement ont déjà été reportées 2 fois pour l'obligation de dématérialiser les factures. Aujourd'hui, cette nouvelle annonce qui date d'il y a une semaine, c'est qu'une annonce. Mais en tous les cas, il faut en prendre compte et il faut garder en tête quelque part que la forme gratuite proposée par l'État et qui aujourd'hui n'est plus possible, peut-être qu'elle reviendra, peut-être que c'est définitif, on ne sait vraiment pas. Ça reste qu'une annonce. Mais en tous les cas, c'est de notre devoir de vous en informer. Et soyez rassurés parce que à côté de ça, Octeo a une équipe qui fait une veille juridique sur le sujet qui est très précise et au jour le jour pour pouvoir vous donner les bonnes informations. Tout à fait. Et donc, éclairons-nous un petit peu là sur ces fameuses structures nouvelles et ces acronymes un qui peu plus en apparaissent. détail. Exactement, parce que dans le cadre donc de cette réforme, apparaissent des nouveaux acteurs. Pour pouvoir adresser la facture électronique, il faut effectivement passer, on va dire, par des intermédiaires. Ces intermédiaires, c'est une plateforme de dématérialisation partenaire, on retiendra PDP, c'est ce qu'on appelle aussi des opérateurs de dématérialisation, des OD, et le portail public de facturation, appelé PPF. Donc les PDP sont en fait des structures privées. Elles vont effectivement permettre, on va dire, de véhiculer, de transmettre des informations vers vos fournisseurs et d'envoyer à l'État des informations concernant vos factures. Ces plateformes de dématérialisation partenaires sont certifiées, c'est-à-dire qu'elles doivent répondre à un cahier des charges en termes de technique, de périmètre fonctionnel, on va dire de sécurité et bien d'autres on va dire, enjeux comme par exemple l'intégrité des données,
bien entendu. À l'heure d'aujourd'hui, il y a déjà des PDP qui sont, on va dire, identifiés, qui sont sur une liste proposée par l'État. Il y en a actuellement 70, il y en aura encore. Et d'ailleurs, à l'heure où nous parlons, c'est une certification sous réserve. En effet, vu que cette réforme avance et se construit au fur et à mesure, ces PDP sont identifiés, ils sont, en tout cas sur le papier, ils démontrent en tout cas leur capacité à faire le travail. Maintenant, il faudra effectivement que l'État mène les audits dans les conditions réelles de fonctionnement pour vérifier, en tout cas, de leur officialisation sur cette fameuse liste certifiée par l'État. Mm. En même temps, cette réglementation fait apparaître ce qui s'appelle des opérateurs de dématérialisation. C'est des prestataires qui offrent des services de dématérialisation de factures, qui peuvent être des fonctions de stockage, des fonctions de transformation des datas qui sont constitutives de ces fameuses factures. Ça peut être des fonctions de signature électronique, ça peut être fournir de l'intelligence artificielle autour de la lecture des documents papier, parce que ouais, si on observe bien, on se dit les documents papier vont disparaître. En fait, ben, il y aura encore quelques papiers qui viendront, tout simplement. Si vous avez des fournisseurs qui sont situés, on va dire, hors France, voire même hors Europe, eux vous enverront peut-être encore du papier, ou alors vous enverront par leur plateforme personnelle, mais dans tous les cas, il faudra sans doute les imprimer. Donc, il y aura encore besoin de fournir, par exemple, des fonctions dites de reconnaissance, on va dire, des factures, et de reconnaissance des datas à l'intérieur. Donc, il y a donc ces opérateurs de dématérialisation qui, eux, ne sont pas certifiés par l'État. Et enfin, le fameux portail public de facturation, qui est donc cette architecture fabriquée par les services de l'État pour justement centraliser les datas issues des factures, fournir des annuaires pour savoir en fait qui est bien quel fournisseur, quel PDP, quel OD, et donc d'avoir en fait un annuaire de tous les opérateurs de toutes les plateformes et en même temps de permettre en fait de structurer les datas issues du e-reporting. Et donc toujours notre petit triangle rouge pour dire attention, ce communiqué de presse qui est sorti la semaine dernière risque de faire changer un petit peu les frontières et les définitions de ces opérateurs. Donc soyons vigilants, un communiqué de presse n'est pas encore un décret ou un texte de loi, donc on attendra d'avoir en tout cas les choses de manière un peu plus ferme pour avoir s'il y a un changement. Les définitions que vous voyez ici sont les définitions qui étaient encore valables jusqu'à la semaine dernière sans problème. Tout à fait. Donc, ce fameux PPF, en fait, c'est un petit peu comme Chorus Pro, avec ce périmètre, on va dire, des factures envoyées, on va dire, aux structures publiques, on va dire élargi aux factures envoyées entre professionnels. Donc, qui va gérer un annuaire central et, et qui permettait justement un accès gratuit pour permettre, par exemple, à une TPE ou même à d'autres structures de permettre de saisir, voire même d'aller chercher ces factures, de pouvoir en fait avoir des fonctions, de se dire, tiens, on va contrôler qu'il y a toutes les informations sur la facture, qui permettait un archivage électronique et qui aurait permis, en fait, d'utiliser d'autres canaux pour échanger ces factures, parce que certes, il y aurait eu un mode portail, c'est-à-dire une sorte de mode manuel pour venir manipuler les factures entrantes ou sortantes, mais ce PPF a aussi pour enjeu de fournir d'autres canaux, c'est-à-dire des moyens informatiques pour fournir des interfaces à travers des API ou encore de permettre de supporter le protocole EDI qui, je me permets une parenthèse, et on va dire démontre que la facture électronique existe depuis environ une trentaine d'années, puisque nombre d'entreprises en fait faisaient déjà des échanges de factures électroniques en EDI. Donc en soi, la facture électronique n'est pas une stricte nouveauté. Oui. Ce qui est neuf, c'est sa généralisation de cette facture électronique, bien entendu. Donc PPF vigilance, son périmètre est en cours de révision. Tout à fait. Les PDP, elles, sont des acteurs qui étaient là dès le départ de cette réforme et dont aujourd'hui le communiqué de presse ne change pas le périmètre, voire même renforce son rôle au sein du dispositif et de la réforme autour de la facture électronique. C'est-à-dire, c'est des structures privées qui sont immatriculées, qui sont certifiées
elles assurent toutes les fonctionnalités prévues par la réforme, c'est-à-dire de transmettre la facture, de recevoir des factures, de faire de l'archivage, de faire du contrôle, de router les factures aux bons endroits, mais avec effectivement la différence avec un PPF, c'est qu'elles ont la capacité d'envoyer vos factures directement chez votre client. Et en fait, elles transmettent des informations à l'État, mais par la PDP, j'envoie directement la facture à mon tiers, alors que lorsque un acteur économique choisissait de passer par la PPF, en fait, il envoyait directement sa facture à l'État et, c'est-à-dire le client, venait chercher sa facture sur la plateforme, sur le portail public de facturation. Là, le PDP, en soi, va envoyer, va router vers, on va dire, le client et transmet les informations à l'État. Le PDP a les deux, enfin, prend les deux chemins, en fait. Tout à fait. Il prend les deux chemins et il a une caractéristique, ce PDP, c'est qu'en fait, on va le voir tout à l'heure, il permet de s'affranchir de ce qui s'appelle les formats imposés dans le cadre de la réforme, qu'on appelle des formats socles, c'est-à-dire que cette réforme va nous imposer de formater les factures d'une certaine manière, et les PDP avaient cette possibilité, en fait, une sorte d'exonération, d'exemption de ce format, et donc pouvaient en fait transmettre des informations vers les tiers en maintenant des formats historiques, hein, puisque comme déjà certaines d'entre elles véhiculaient par exemple des factures EDI, ben, elles pouvaient continuer en fait d'exploiter ce protocole et elles pourront d'ailleurs toujours l'exploiter, mais en plus, il faudra quand même qu'elles routent les informations vers la PPF et en respectant là par contre les protocoles qui sont imposés. Et donc, dit dans une certaine manière, elles auront aussi de multiples canaux, c'est-à-dire qu'elles pourront se connecter à votre système d'information, on pourra imaginer des connecteurs, elles pourront même dans certains cas vous dire, ben, on vous met à disposition un portail, venez, on va dire saisir. Donc en fait, chaque PDP aura une offre qui lui sera singulière, ça sera donc des offres du marché des PDP. Et forcément, les tarifs seront selon les opérateurs. On peut même imaginer des PDP, mais alors pas que l'imaginer, il y a déjà des PDP qui annoncent qu'elles auront des formules tarifaires gratuites, la question est bien d'observer le périmètre, et certaines qui auront des services à valeur ajoutée qui seront très variés, très larges, et donc des offres qui seront assez touffues, qui pourront être en fait appréciées selon les besoins. Tout à fait. Enfin, l'opérateur de dématérialisation, qui est sans doute, on va dire, l'acteur qui va aussi être perturbé par les annonces de ce communiqué de presse tout dernièrement, mais en tout cas, initialement, il était prévu qu'un OD pouvait fournir quasiment les mêmes services qu'une PDP, mais il n'avait pas d'autre alternative que de forcément envoyer les informations au PPF et n'avait pas d'autre alternative qu'utiliser les formats socles et n'avait pas la possibilité donc de transmettre vers les tiers en direct et donc d'exploiter d'autres protocoles que ceux qui sont imposés. Il peut s'agir donc d'un logiciel, d'un éditeur, et là encore, ben, c'est des acteurs privés, ben, ils auront donc des politiques tarifaires, et donc vigilance pour voir que vont devenir ces acteurs. Rôle, exactement, le rôle qu'on va pouvoir leur donner dans le cadre de cette réforme. Et donc, Asma, bah, disons que on le dit depuis le début, mais c'est une réalité, malheureusement, ça reste quand même un terrain très mouvant, celui de la réforme sur la facture électronique. Des obligations qui sont en constante évolution. On vous l'a dit à plusieurs reprises, mais la semaine dernière, donc, il y a une annonce qui a été faite par l'État au travers d'un communiqué. Qu'on va découvrir ensemble. Donc, dans ce communiqué de presse, l'administration fiscale nous annonce qu'elle souhaite recentrer en fait le fameux PPF, donc portail public de facturation, sur uniquement des missions d'annuaire et de collecte d'informations pour et par la DGFiP. Voilà. Ce qui signifie que toutes les plateformes de dématérialisation partenaires, donc les PDP, qui sont du coup, elles, payantes, hein, contrairement au PPF, vous l'avez compris, PPF gratuit, service de l'État, les PDP privés seront aujourd'hui, selon ce communiqué de presse, les seuls habilités à pouvoir gérer, récupérer les factures, les distribuer et en même temps, c'est ce qu'on disait il y a quelques minutes, en même temps transmettre
les données de facturation à l'administration fiscale. Donc, les deux chemins. Voilà, donc c'est encore une fois selon ce communiqué de presse. Rien n'a été engagé, inscrit légalement, on va dire, gravé dans le marbre. Ça reste en constante évolution et on vous tiendra bien évidemment informé au jour le jour sur les changements qu'ils peuvent avoir. En tout cas, et on retiendra ça lorsque l'État avait choisi, on va dire, un mode et on va dire, initialement, on va dire un protocole c'est ça. pour cette réforme liée à la facture électronique. Elle avait imaginé en fait un circuit dit en Y. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que vous aviez plusieurs scénarios possibles. Si vous regardez le scénario avec notre fournisseur en rose, fournisseur A, il avait premier choix, il pouvait passer directement par la plateforme PPF. Via un OD. Exactement. Poser en fait sa facture et le client A, avec la flèche vert foncé, pouvait venir chercher ses factures sur le PPF. Premier circuit. Autre circuit, le fournisseur B pouvait s'adosser au service d'une PDP qui, elle, peut envoyer à la PDP du client B et en transmettant les éléments de la facture à la PPF. Et le client B allait voir sa PDP pour récolter la facture du fournisseur B. Et donc, là où il faut comprendre, c'est que le flux de notre fournisseur rose et du vert foncé, vraisemblablement, en fait, devra passer par le schéma du haut. Et c'est là qu'il y a quelques éléments de veille que nous vous invitons à entendre. Et nous-mêmes, on vous donnera bien entendu toutes les informations au fur et à mesure que cette réforme va avancer. Alors, en soi, ça veut dire que la réforme de la facture électronique, son calendrier n'est pas perturbé. Il y a en fait tout simplement une réorientation, on va dire, des priorités. Ce portail public de facturation est un projet technique qui est assez conséquent et l'État priorise, on va dire, un circuit sur lequel il y a davantage, on va dire, de maturité. Et le circuit le plus mûr à ce jour, c'est le circuit qui passe par les plateformes de dématérialisation partenaires. À suivre, donc, quant à cette capacité de se connecter directement par le portail public de facturation. Exactement. Alors, quel calendrier pour la mise en place de cette réforme? Donc, on vous l'a dit précédemment, il y a eu déjà 2 reports qui ont été annoncés. La dernière annonce, a priori, reste d'actualité aujourd'hui. Donc, la finalisation du PPF devait avoir lieu en 2024, le fameux portail qui a été réalisé par l'État. Donc, effectivement, c'est toujours prévu. Là, la date ne change pas. Cette année, le PPF sera accessible. En 2025, nous avions donc une livraison qui était prévue en phase pilote pour pouvoir commencer à utiliser, à déposer les factures via le PPF. Toujours d'actualité, encore aujourd'hui. Donc maintenant, par rapport à l'annonce qui a été faite la semaine dernière sur l'utilisation du PPF, on attend de voir ce que ça va changer et ce que ça va amener. Et enfin, les annonces de date sur l'obligation de réception en mars 2026 et d'émission en octobre 2026 pour les PME et les TPE est toujours également d'actualité. Donc, aucune remise en cause, effectivement, de ce calendrier aux dernières nouvelles. En synthèse, pas de changement de calendrier, changement du périmètre du portail public de facturation. C'est ça. Petit rappel quand même. Qu'est-ce qu'une facture électronique? Une facture électronique est une facture qui permet de dématérialiser le processus de facturation de bout en bout, c'est-à-dire depuis sa création, sa transmission, sa réception, son intégration en compta et son archivage. C'est-à-dire que ce qu'on a l'habitude de faire aujourd'hui, c'est de les faire en PDF et de les envoyer par mail. Ce n'est pas des factures électroniques. Une facture électronique, c'est
un format de données structurées, et ces données structurées, la norme qui entoure la réforme nous dit c'est soit des factures, on va dire, qui sont structurées dans la norme UBL ou C2I, c'est des termes, on va dire, anglo-saxons, ou encore ce qui s'appelle le facture X, et c'est des données qui sont en fait celles qui permettent de caractériser ce qu'est une facture électronique. Et donc, cette norme qui englobe on va dire ces protocoles et ces formats, c'est la norme EN 16931. Et donc, qu'est-ce que c'est on va dire une facture électronique? Vous voyez ce petit schéma là, c'est en fait voilà, c'est des datas qui sont structurées avec des formats, c'est donc de l'informatique. C'est ça une facture électronique. Et l'État propose en fait de dire mais ces données, ces datas ne vont pas être lisibles par le commun des mortels. Donc, il a mis en place, on va dire, un nouveau terme qui s'appelle le facture X. Le facture X, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un PDF, ce qu'on appelle un lisible, un document tel qu'on a l'habitude de se l'envoyer, mais à l'intérieur du PDF, il y a un fichier joint, et ce fichier joint, c'est le fichier de data qui est dans ce qu'on appelle dans une structure XML qui lui est compréhensible par la machine. Et donc, ce qu'on appelle le facture X, c'est donc le mélange des deux, un document lisible par l'homme, adossé en fait à des données structurées, normées selon la norme EN 16931. Et en même temps, qu'est-ce que le e-reporting? Pour rentrer un petit peu dans le détail, c'est donc un dispositif qui vient compléter le e-invoicing, c'est-à-dire la facture. Il va y avoir des cas d'usage. Je vous donne un exemple. Je suis restaurateur, je ne fais pas des factures à mes clients, je fais des tickets. Et ces tickets, j'en fais en masse. Je suis négociant ou fabricant, j'ai des factures à l'international, j'ai donc des transactions B2B qui ne sont pas dans le périmètre de l'e-invoicing. Donc, il va falloir fournir une nouvelle déclaration fiscale pour justement identifier ces transactions B2B internationales, ces transactions B2C, par exemple ce qu'on appelle les tickets Z à la fin d'une journée dans la restauration, et en même temps les encaissements des factures et transactions B2C sans facture. Et donc, il va falloir transmettre ces informations. C'est ça la caractéristique de ce qu'on appelle le e-reporting. Et donc, on a ici tout un ensemble de cas de figure, comment on va transmettre le e-reporting. Donc, comment est-ce que j'établis ma facture? Si ma facture est émise sous format électronique, alors on aurait pu la transmettre au PPF ou à la PDP et mettre à jour le cycle de vie au niveau de son statut de paiement. Est-ce que la facture est établie dans un des formats du socle? Si ce n'est pas le cas, alors il va falloir passer par le e-reporting et donc déclarer les informations non seulement de facturation, mais aussi de paiement. Et évidemment, s'il n'y a pas de facture, typiquement on fait on va dire des transactions B2C type boulangerie par exemple, alors il va falloir faire du flux e-reporting avec des données qui seront agrégées, c'est-à-dire des déclarations transactionnelles et préciser en même temps les paiements de manière à ce que l'État ait les informations qui soient lisibles à travers, on va dire, cet outil complémentaire et qui est sans doute celui qui implique le plus de charges pour les entreprises. C'est-à-dire que si on est dans ce périmètre, on va dire, de faire du B2C ou alors d'avoir des factures internationales avec beaucoup de volume, en fait, il y a une certaine charge de travail qui va concerner le e-reporting. Et le petit élément complémentaire, c'est que ce e-reporting va impliquer donc d'avoir un délai et une fréquence de transmission de données. Et en fait, il va falloir en fait identifier notre régime de TVA pour savoir quelles sont les fréquences et les délais de transmission. On a rajouté ici encore une slide pour donner davantage de lisibilité sur ce qu'on appelle le cycle de vie de la facture, pour permettre de suivre et en fait d'avoir un protocole très clair entre les factures émises, les factures reçues. Donc en fait, on a 4 statuts obligatoires qui sont sur ce schéma, en fait représentés par les pastilles vertes. En effet, notre fournisseur va déposer la facture, elle va être reçue par la plateforme, elle va être mise à disposition de notre acheteur, donc elle peut être rejetée par la plateforme si jamais elle ne correspond pas, on va dire, au format
et au protocole, par exemple EN 16931, si des données, par exemple, ne sont pas lues correctement. À la réception, évidemment, vous allez prendre en charge cette facture. Donc en jaune, ce sont les statuts qui sont recommandés ou facultatifs, donc, et qui sont parfois même purement techniques pour certains d'entre eux, hein. Il y en a qui sont vraiment purement techniques. Par exemple, statut émis par la plateforme est un statut purement technique, pris en charge. Est-ce que cette facture, dans le processus et dans le workflow de l'entreprise qui reçoit cette facture, est-ce qu'elle va l'approuver totalement ou partiellement, ou est-ce qu'elle va la mettre en litige, ou est-ce qu'elle est carrément refusée, donc encore un statut obligatoire. Et puis si tout va bien, elle va être transmise au paiement, et donc ça sera bien celui qui a émis la facture qui va dire si elle est encaissée ou non. Encore un statut obligatoire, donc statut encaissé, déposé, rejeté de la part de notre récipiendaire et refusé de la part de notre récipiendaire. Donc voilà un petit peu cette mécanique, donc, qui vient en fait encore enrichir cette mécanique de facture électronique. Tout ça, nous pourrons bien évidemment vous accompagner sur des explications un peu plus précises. Je sais que c'est assez lourd, entre guillemets, comme nombre d'informations et de données et pas forcément facile à assimiler, mais on pourra revenir vers vous individuellement pour vous réexpliquer en fait le fonctionnement recommandé et obligatoire imposé par cette réforme. Donc en synthèse, Jean-François? En synthèse, la facture électronique, c'est une facture émise, transmise sous une forme dématérialisée, Tout à fait. qui va devenir la norme, hein, dans le futur, non seulement sur le périmètre français, mais dans un horizon encore plus lointain au niveau européen et évidemment dans un périmètre mondial, dans un horizon encore plus lointain, qui comporte nécessairement un socle minimum de données sous des formes structurées, soit du FactureX, soit de l'UBL ou du C2I, et qui va être adressé au client par l'intermédiaire d'une plateforme. Et on retiendra aujourd'hui qu'il faudra vraisemblablement une plateforme de dématérialisation partenaire, donc une PDP. Et donc, on n'envoie plus directement la facture au client, sauf pour le B2C, bien sûr. Donc les termes FactureX, UBL, C2I, voilà, ça c'est un petit peu barbare, C'est mais du jargon technique. c'est du jargon technique qu'on pourra effectivement vous réexpliquer individuellement pour vous accompagner dans cette compréhension de la réforme. Et enfin, le e-reporting est le dernier élément qu'il faut retenir, qui est sans doute le plus complexe, qui en fait consiste à fournir des éléments sur les transactions et les paiements, sur les flux qui concernent le B2C et les factures vers les professionnels à l'international, réception, émission. Tout à fait. Merci Jean-François. Donc, afin de vous accompagner concrètement, en fait, une fois qu'on a dit tout ça, afin de vous accompagner sur le terrain, vous clients, pour anticiper et vous préparer à la mise en conformité sur cette réforme de la facture électronique, on vous propose plusieurs choses. Donc, on peut passer à la suite. Donc, déjà, comprendre quelles sont les nouvelles mentions obligatoires sur vos factures. Donc, on vous l'a présenté en début en fait, du webinaire. Ces nouvelles mentions obligatoires dans le détail qu'il va falloir retrouver sur vos factures sont le numéro d'identification à la TVA, le numéro de SIRET ou de sirène de votre client, l'adresse de livraison des biens, la nature de l'opération, l'option pour le paiement de la TVA, le numéro de bon de commande client, les éventuelles remises ou rabais, et enfin la date et le mode de règlement. Donc tout ça, ça consiste, c'est des données qu'il va falloir bien intégrer dans vos factures. C'est des données qui vont pouvoir effectivement apparaître grâce notamment à l'utilisation d'un outil adapté, donc au travers des logiciels éditeurs ou tout simplement en fait des logiciels métiers. Je précise aussi, Asma, c'est Oui. important, ces nouvelles mentions, par exemple, si on regarde par exemple la nature de l'opération, hein, livraison de biens, prestation de services ou mixte, qui à ce jour n'est pas encore exigé, ces nouvelles mentions, il faudra les voir présentes à partir du moment où s'applique la facture électronique, hein. Donc, un petit rappel, hein, en 2026, ça concerne, on va dire, les grandes entreprises, mais aussi les petites en réception. Donc là, on parle de l'émission de facture,
Et donc, pour les PME, dont on peut se souvenir, hein, qu'est-ce que c'est qu'une PME au sens européen du terme? C'est plus de 250 salariés et ou 43 millions d'euros de Chiffre total bilan d'affaires, oui. et ou 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà ce qui caractérise Mmh. une PME. Et donc, toutes les PME et TPE, elles, se verront obligées de faire de l'émission, hein, de factures électroniques, c'est-à-dire de faire mentionner ces informations obligatoires sur les factures Mmh. au moment où vous serez obligé, c'est-à-dire en 2027. Ou septembre 2026. Septembre 2026 pour les plus grosses entreprises donc qui dépassent le seuil que j'ai mentionné tout à l'heure. Voilà. Alors, côté Octeo, notre positionnement afin de vous aider en fait, à adapter, les outils de votre organisation à cette réforme, ben, déjà dans un premier temps, c'est effectivement apporter nos services pour vous accompagner dans cette transformation numérique. Donc en fait, on va tout simplement, vous accompagner, dans la compréhension de l'utilisation de vos outils, ce que vous utilisez aujourd'hui, chez quel éditeur, quel type de fonctionnalité et à partir de là, bah, tout simplement vous apporter derrière, notre expertise pour, soit mettre à jour, ces outils, soit, bah, vous apporter un complément d'outils, dans votre organisation. On va favoriser votre liberté de choix, c'est-à-dire que selon vos besoins, selon votre structure, selon vos problématiques quotidiennes, on va vous proposer un calendrier de mise en œuvre. On va être à vos côtés pour faire évoluer vos logiciels en fonction de l'obligation et effectivement répondre à vos questions pour comprendre tout ça. On va transformer la contrainte en opportunité. C'est-à-dire qu'on va vous proposer tout simplement, de la valeur ajoutée en ayant une approche des processus. C'est encore une fois, ça passe par l'audit interne chez vous, sur la manière, dont vous travaillez, vous accompagner sur, votre fonctionnement et puis vous orienter, sur les bonnes pratiques. Donc dans cette continuité, Octeo va pouvoir aussi, vous apporter, tout simplement des compétences, via, notre équipe de consultants pour mettre en conformité vos données. Ça, c'est la première chose. On va compter sur notre métier d'intégrateur de logiciels de gestion au travers, des éditeurs partenaires, qui nous accompagnent sur le sujet, pour vous informer, pour vous conseiller, pour vous apporter une formation, nécessaire, sur vos logiciels de gestion. Nous avons également un référent technique pour cette veille réglementaire autour de la facture électronique. Je l'ai dit en préambule, nous faisons une veille, juridique sur le sujet qui est, très importante et nous pourrons, vous apporter, des informations sur d'éventuelles modifications, évolutions, en temps réel. Enfin, ce qu'on met à votre disposition, c'est des moyens flexibles pour que vous puissiez, ben, en fait, tout simplement vous mettre à jour et adapter vos logiciels quand vous le pouvez et en fonction de vos contraintes. Donc pour ça, on vous propose, de vous mettre en place et de vous accompagner via, en fait, une assistance sous forme de crédit d'heure. Donc la plupart de nos clients ont déjà, en fait, ces prestations, et ces services qui sont en place et qui leur permettent bah, tout simplement, au fur et à mesure de l'évolution de la réforme, d'adapter leur logiciel. Nous les accompagnons sur de la formation, sur de l'assistance, sur de la mise à jour de leurs outils. Voilà, donc on arrive au terme de la présentation de ce webinaire sur la réforme de la facturation électronique. J'espère que grâce à cette présentation, on a pu au moins éclaircir un peu la situation et puis apporter des réponses à des questions que vous pouviez vous poser sur les obligations autour de cette réforme. On a essayé de faire simple, de tenir aussi le délai d'1 heure sur un sujet qui est vaste et qui reste en constante mouvance. On vous remercie tous pour votre présence et c'est le temps des questions-réponses. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser dans l'encart au-dessus. Vous avez les petites bulles en haut, au milieu, Q et R. Donc on est à votre disposition pour répondre à vos questions.
Jean-François, il y a quelque chose que tu voulais rajouter? Bref, on va dire que à l'heure d'aujourd'hui, l'urgence, c'est surtout de se préoccuper sur l'organisation des pratiques internes. Il est important de rappeler qu'aujourd'hui, beaucoup d'organisations, en fait, traitent encore des mails, du papier et qu'il est nécessaire de tenir ce qui s'appelle une PAF, c'est-à-dire une, une piste d'audit fiable. C'est-à-dire de pouvoir cartographier tous ces flux de factures, depuis, on va dire, le moment, on va dire, de la prise de commande, jusqu'à, on va dire, l'émission de la facture, les règles d'émission, les outils qui sont utilisés, les canaux qui sont exploités, jusqu'au paiement. Et donc, cette piste d'audit fiable, c'est donc une formalisation écrite, structurée, cartographiée des différents process de traitement des factures, qui d'ailleurs, en fait, est aussi un terme qui s'inscrit aussi dans la réforme. Et cette piste d'audit fiable, malgré la facture électronique, ne disparaît pas, mais même, et même d'ailleurs renforcée. C'est-à-dire que le but, c'est de pouvoir fournir, en cas de contrôle fiscal, de dire, ben voilà, aujourd'hui, mes process de facturation, voilà à quoi ils ressemblent. Il faut que ce soit lisible, il faut que ce soit compréhensible, il faut qu'il y ait une certaine exhaustivité. Donc c'est vrai que un travail aujourd'hui en vue de la préparation de la facture électronique, c'est certes préparer ces données, c'est dire est-ce que j'ai bien tous mes numéros de sirène, est-ce que c'est l'occasion de se dire, d'ailleurs j'ai peut-être des doublons, profitons-en d'ailleurs, est-ce que j'ai bien identifié mes différents canaux? Est-ce que mes pratiques en termes de facturation sont alignées avec les cas d'usage de la facture électronique? Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, lorsque, par exemple, j'envoie une facture et puis que je me dis, tiens, j'envoie une facture, puis je vais échelonner des règlements, dans quel cas d'usage est-ce que je vais rentrer? Est-ce que d'ailleurs mes pratiques sont conformes? Si aujourd'hui je fais des factures mensuelles, est-ce que, en fait, demain, avec la facture électronique, je vais continuer à avoir les mêmes modalités de facturation? Est-ce que, en gros, tout est bien clair et à plat d'un point de vue purement organisationnel, c'est-à-dire est-ce que mes pratiques rentrent dans les cas d'usage de la facture électronique, puisque rentrer dans, on va dire, des datas structurées, ça veut dire qu'il va falloir rentrer dans des cases. C'est ça. C'est un peu triste à dire, il faut rentrer dans des cases et on sait qu'il y a beaucoup de pratiques parfois qui sont un petit peu, on va dire, exotiques. On peut même aujourd'hui, par exemple, donner un cas très concret, les factures pro forma. Est-ce que les factures pro forma, demain, est-ce que vous pensez rentrer dans une case, on va dire, de la facture électronique? Voilà, par exemple, des petites questions qui sont parfois anodines et sur lesquelles on se dit, ben, en fait, pas de souci. Ben, en fait, il se peut qu'on soit obligé de reconsidérer quelques manières de procéder et des modes organisationnels. Et c'est ça la priorité. Et là-dessus, Octeo est présent pour vous accompagner dans cette réflexion et vous apporter, si vous le souhaitez, tout simplement des compétences pour un audit interne sur les bonnes pratiques. Alors, on a une question, Jean-François, une personne qui nous demande, donc dans les mentions obligatoires pour l'option de paiement de TVA, c'est intéressant cette question, est-ce que c'est celle du client ou du fournisseur? Bah, en fait, déjà de 1, c'est, les obligations, sur nos factures en tant que nous, on émet nos factures, on est obligé de mettre ces informations. Ça, c'est la première chose et puis la deuxième, c'est que lorsqu'on reçoit une facture aujourd'hui, en fait, on a une obligation, de contrôler un certain nombre d'informations et notamment les mentions légales. C'est-à-dire que, on va le dire peut-être de manière un petit peu, idéale dans un monde, on va dire peut-être, on va dire, surdimensionné en termes de bonnes pratiques, mais normalement, une facture que je reçois qui n'a pas certaines mentions légales, normalement, il faut la refuser. Voilà, on sait que dans la pratique, il y a d'autres usages et d'autres modes de fonctionnement. Mais donc, toutes les mentions doivent être présentes sur les factures que nous émettons, oui, mais normalement, toutes les mentions doivent être présentes sur les factures que je reçois. Et donc, notre travail lors d'un contrôle facture, c'est de dire est-ce que tout est clair, toutes les mentions sont-elles présentes? Ça d'ailleurs,
souvent, en fait, on voit que dans certaines petites organisations, ben, cette phase de contrôle des factures, elle consiste à vérifier déjà, est-ce que j'ai bien reçu et est-ce que le tarif est juste? Alors c'est déjà très bien et là-dessus on a fait le gros du travail, mais normalement je dois aussi vérifier, est-ce que les mentions légales sont présentes, les informations, ben, de sirène, est-ce qu'il y a l'information du capital? En fait, en gros, c'est m'assurer que cette facture que je reçois, elle est, on va dire, elle est normale, elle est légale, elle est propre, et donc en fait, ben, première chose à vérifier, c'est en l'occurrence ça. Voilà, donc celle du client comme du fournisseur finalement, Exactement. pour les 2. Alors, on a une autre question qui est la suivante. Donc, j'ai un seul fournisseur allemand qui me transmet ses factures par mail en version PDF. Mmh. Est-ce que nous devons nous mettre d'accord sur la plateforme à utiliser? Actuellement, la personne fait les déclarations d'échange de biens directement sur ProDouane. Non, bah, la facture allemande continuera d'arriver par le canal par lequel, elle arrive. Par Voilà. contre, vous devrez, faire, une déclaration avec le e-reporting, tout simplement. Donc, ici, pas de changement, majeur, si ce n'est en fait une nouvelle charge de travail au niveau du e-reporting. Tout à fait. Donc une question également, intéressante qui vient d'arriver. EBP, gestion commerciale, va produire les factures dans les formats demandés? Mmh. Si oui, à quelle échéance? Alors j'aurais besoin de faire un appel, à un À un ami ami. quant à la date d'échéance exacte. Par contre, il est sûr que, Ils BP, devront s'adapter, ils devront, oui, il faut bien se dire que techniquement, mmh, c'est pas, c'est loin d'être un obstacle et en fait tout éditeur, et surtout évidemment notre partenaire BP, mmh, va dire, fournira, la facture électronique. Il est même fort probable qu'actuellement vous ayez déjà un Facturix mmh, qui soit présent lorsque vous imprimez les factures, qui soit à disposition. La c'est la possible. la question qui va être, complémentaire, c'est: «OK, je fais une facture au format qui va bien, mais est-ce qu'elle est envoyée et envoyée à qui?» Hein, parce qu'en fait, certes, produire une facture, c'est bien, dans les normes et dans les clous, hein. 2e étape, c'est transmission. Donc, vous savez que BP aujourd'hui, c'est la grande maison Cégide. Cégide, Donc, ces gens-là, on va dire, sont des partenaires, des plateformes de dématérialisation partenaires. Donc, ils auront, une offre qui va consister à, dématérialiser vos factures et aussi à les transmettre. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. La question à laquelle je vais un petit peu botter en touche, c'est concernant les dates précises parce que je ne les connais pas. Concernant les dates, effectivement, on les a pas pour l'instant. Petite information qui peut être utile, Cégide est aujourd'hui PDP. Donc, dans la continuité, on ne suppose de rien, mais effectivement, les autres éditeurs, que ce soit, Sage, BP, et cetera, enfin, à un moment donné, il faudra qu'ils s'adaptent aussi à la situation et ils devront pouvoir répondre à l'ensemble de leurs clients, sur ces obligations-là. Enfin, on avait une question concernant, Migest. Mmh. Donc là, c'est plus la partie ERP. Donc on reviendra vers vous sur ce sujet. Tous nos clients ERP, on reviendra vers vous, individuellement sur ce sujet pour vous expliquer, le fonctionnement et le positionnement d'Octeo, concernant, tout simplement la génération, des factures sous le nouveau format. Oui, la génération des factures, par exemple, dans Migest, sachez que Migest, aujourd'hui, communique déjà avec, la plateforme Chorus Pro. Chorus Pro, aujourd'hui, c'est déjà du Facturix. C'est-à-dire que, faire un Facturix en soi, voilà, ce n'est pas un sujet d'une énorme complexité, c'est plutôt, en fait, tout ce qui est, on va dire, le transactionnel et les statuts qui sont aujourd'hui, les enjeux, hein. C'est-à-dire, Migest aujourd'hui vous permet d'avoir un envoi automatique à la plateforme Chorus. Donc techniquement, il y a pas de difficulté non plus. Le sujet est plutôt, de dire justement notre portail public de facturation aujourd'hui, en fait, semble, on va dire, être un canal qui va se boucher. On va donc sans doute être, en posture de choisir un autre canal qui va être un canal technique, donc Mmh. en soi, alors technique et commercial, hein, il faudrait à un moment donné, il faut quand même dire les choses. Mais dans tous les cas, nous aurons, avec, Migest, on va dire, une prolongation technique autour de la gestion des statuts et bien entendu autour de l'émission-réception automatisée,
des factures. Ici, cette affaire en fait de questions sur les protocoles et les dispositifs techniques, savoir effectivement est-ce qu'on va utiliser plutôt telle tuyauterie ou telle tuyauterie à tel ou tel tarif. Hein, l'enjeu est plutôt aujourd'hui de ce côté-là. Ok. Merci Jean-François pour ces précisions. Merci à tous en tout cas pour votre participation. On va clôturer notre webinaire sur le temps de midi. Nous vous souhaitons un bon appétit. Merci encore à tous pour votre participation et votre attention sur ce sujet que nous savons très important, qui est énormément en mouvement et sur lequel nous allons nous efforcer de vous apporter en tout cas au fur et à mesure de ces changements et de son évolution, des réponses et un accompagnement au plus près de chez vous. Merci à tous, très bonne journée, à bientôt, Journée. Au au revoir. revoir.